syndicalistes. Alors, on l'a vu dans la manifestation tout à l'heure, ce 1er mai, est-ce que le défilé, il est symbolique ou est-ce qu'il est, il a encore du sens pour vous? Mais il est symbolique et il a du sens. C'est un devoir de mémoire. Comme l'ont appelé ceux qui ont été interviewés dans la marche, c'est l'occasion de commémorer, se remémorer l'histoire des travailleurs, l'histoire des syndicalistes qui ont donné leur vie pour que ceux d'aujourd'hui bénéficient de ce qu'ils n'avaient pas eux à l'époque. Hein, simplement, je parlais simplement des congés payés, par exemple, de la couverture sociale, donc c'est très important. Et tout syndicaliste se doit de célébrer le 1er mai. Au pays, c'est du STKE. Depuis 1982, la première marche a réuni, nous a fait traverser Nouméa jusqu'à Maghreb, nous étions une cinquantaine. Donc depuis, la tradition, elle perdure et elle va continuer. Alors votre combat des premières heures, ça a été l'emploi local. Est-ce que ce combat, il est clos ou est-ce que vous pensez qu'il faut encore lutter? Et plus que jamais, ce combat d'actualité, vous avez vu les revendications sur le rééquilibrage. C'était l'occasion aussi de tirer les leçons de toutes ces longues périodes de travail, de combat avec les événements, les accords politiques, pour finalement arriver à une situation qui est bien qu'auparavant. Moi, je voudrais... Pourtant, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, il y a eu cadre à dire, et puis il y a eu beaucoup d'efforts de mener en termes de formation auprès de la jeunesse. Beaucoup d'annonces, mais dans la réalité, les Kanaks sont absents de partout. Je vais vous donner un chiffre qui est parlant de lui-même. Hein. Au moment des accords Matignon-Guinaud, dans la police, il y avait un taux de 60% de Kanaks. Au moment de l'accord de 98, l'accord de Nouméa, ce pourcentage était tombé à 35%. Aujourd'hui, dans la police, il y a 22% de Kanaks. C'est absolument anormal. Absolument anormal. On n'a pas signé les accords pour ça d'abord. Et puis, je veux dire, on est quand même ici dans le pays des Kanaks, quoi. Pourquoi les Kanaks seraient-ils absents des postes dans l'administration? Peut-être que leurs centres d'intérêt sont partis dans d'autres secteurs. Ah, non, pas du tout. Ça, je suis très bien placé pour en parler. Hein. On refuse l'embauche des Kanaks, on refuse les promotions aux Kanaks. Dernièrement, on a proposé des jeunes qui ont des gros CV, qui sont bardés de diplômes, qui ont de l'expérience professionnelle, qui sont recrutés nulle part. Donc, dans des cas très précis. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on a signé les accords avec des volontés de formation pour préparer nos jeunes à la prise de responsabilité. Tout ça, aujourd'hui, c'est bouché à cause des flux migratoires. Donc, il y a une relation de cause à effet. Il n'y a qu'à regarder autour de vous, à Nouméa ou partout. Les Kanaks sont absents. Et donc, ce qui avait été l'objet initial de l'engagement du STKE, à savoir de privilégier l'emploi aux locaux et aux Kanaks, eh ben, c'est toujours d'actualité. Alors, il y a aussi des travers dans l'emploi local. Je pense notamment à, je dirais, l'emploi local localisé. On l'a vu récemment à Ouégoua, où un agent municipal a été recruté, venait de l'IFOU, et puis ça a créé le mécontentement des habitants de Ouégoua qui voulaient que ce soit quelqu'un du coin. Et c'est un problème que les employeurs trouvent assez régulièrement, notamment en Brousse. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est légitime? Quand vous êtes en situation où il n'y a pas de travail, les passions sont exacerbées, les gens veulent le travail, et donc ça peut aller jusque-là. Et puis je vais vous donner un autre exemple. Hein. À l'IFO même, on a connu quelqu'un de Oué revendiquer l'emploi par rapport à quelqu'un de Natchaoum. Donc voilà, on arrive à ce genre de situation parce que les locaux ne sont pas privilégiés, parce qu'il y a un problème. À un moment donné, il y a une saturation du marché de l'emploi, et ce qui fait que sur le moindre poste, ben, les gens, ils en arrivent à ce genre de situation. Est-ce qu'on peut dire que l'USTKE s'est assoupli? Alors, on a eu une époque où on voyait les badges bleus très régulièrement. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes plus dans le dialogue social. C'est vrai? Ou est-ce que c'est simplement parce que, avec le temps, eh bien, des combats qui n'ont plus de besoin d'action forte, je veux dire, pour... Au congrès de 2010, après le congrès de 2010, après Niamey, l'USTKE a décidé de revenir au sein du dialogue social, au sein des instances du dialogue social. Donc depuis, les choses se passent à ce niveau-là. Mais les conditions de lutte aussi ont changé
les choses se sont améliorées dans le monde du travail. Hein. Il y a eu beaucoup d'acquis par les combats qu'on menait le STK. Il n'est pas la peine de rappeler ici, tout le monde a en mémoire tous ces grands combats qu'il a fallu mener, simplement parce que les gens n'étaient pas respectés dans leurs droits, et y compris lorsque la loi le prévoyait. Je veux citer l'exemple des comités d'entreprise. Combien de combats on a menés pour simplement mettre en place un comité d'entreprise qui était prévu par la loi et que le patron refusait dans l'entreprise. Donc, vous menez des combats, vous gagnez ces combats-là, donc ce ne sont plus des combats à refaire, hein, donc évidemment l'assouplissement vient de facto. Une question à la fois économique et politique. La crise du nickel impacte le pays de plein fouet. Il s'avère que cette ressource qu'on pensait indispensable pour financer le futur pays, en particulier en cas d'indépendance, eh bien on ne peut plus compter là-dessus. Quel est votre point de vue? Écoutez, nous on est très bien placés au niveau du Parti travailliste pour avoir, depuis l'année dernière, au moment du conflit des rouleurs, tiré la sonnette d'alarme. Hein, tout de suite pour dire attention, parce que la crise elle est dure, elle va impacter les entreprises du secteur minier. Il faut autoriser temporairement l'exportation de minerais de nickel à des teneurs qui soient encadrées. On a vu des positions très doctrinaires, pour dire les choses comme ça, hein, pour s'opposer à ça, parce qu'on a voulu faire la politique politicienne au lieu de prendre en considération de manière objective la situation économique et les conséquences sociales de cette situation économique, hein, de la crise du nickel. Mais ça, c'était un événement ponctuel. C'était ponctuel, oui, votre brigade. Non, mais ça, c'est le conflit des rouleurs, mais c'était quelque chose de révélateur. Quelques mois plus tard, le rapport Collin, il dit quoi? Il dit exactement ça. Alors, il se passe quelque chose qui est assez marrant, parce que ceux qui étaient les plus opposés, donc à partir du moment où le rapport Collin a été publié, on n'a plus rien dit, et aujourd'hui, on en est venu à ce qu'on préconisait il y a plusieurs mois. Donc, mais le rapport Collin, il dit aussi justement qu'il ne faudra pas compter sur l'argent du nickel pour financer le futur pays, ça ne suffira pas. Écoutez, nous, on n'a jamais prétendu que le financement de l'indépendance, seul le nickel le ferait. D'ailleurs, depuis que les Kanaks se sont investis dans l'exploitation minière, eh bien, il y a une diversification qui s'est faite de facto derrière, hein, avec des secteurs qui ont été lancés à partir du nickel. Mais c'est quand même une industrie qui compte. Hein. On a cette chance extraordinaire, hein, d'avoir un pays qui est bourré de minerais de nickel. C'est vrai qu'on est assujetti aux crises mondiales, hein, donc on n'est pas directement nous, on subit ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des cours, au niveau des stocks, mais toujours est-il que, évidemment, que c'est ça, un secteur stratégique, ce qui va, qui va compter quand même pour nous, pour l'indépendance. Alors, on va arriver au chapitre beaucoup plus politique, et notamment la question du corps électoral, sur lequel vous êtes très combatif. Le Premier ministre Manuel Valls, dans son discours au Congrès, a déclaré, je cite, « regretter que des démarches minoritaires aient poursuivi des combats juridiques d'arrière-garde et soufflé sur les braises alors que les forces politiques représentatives avaient décidé de tourner la page ». Est-ce que vous vous êtes senti visé par cette attaque? Écoutez, moi, j'étais présent, j'ai entendu. Je pense qu'il devait dire ça, parce que c'est pour donner à l'opinion l'idée que ce que dit le Premier ministre, c'est exactement ça. Hein, c'est la Bible, c'est parole d'Évangile. Vous savez, nous, on a fait le choix de notre démarche politique. Hein. Si on avait voulu être dans des partis représentatifs, et puis, s'aligner systématiquement sur ce qui se faisait, sur ce qui se disait, bon, on l'aurait fait. Non, on a préféré une démarche indépendante, mais toujours en se basant sur des revendications précises, sur des choses qu'il y avait à faire. Et dans cette affaire-là, en ce qui concerne la question des listes électorales, dès le départ, hein, je vous rappelle que c'est moi qui ai lancé le terme de fraude électorale. Hein. Mais 301 personnes au final sur plus de 1600, est-ce que c'est vraiment une fraude? Est-ce qu'on peut vraiment parler de fraude? Non, mais ça c'est 301 qui là, au résultat de ce qui s'est passé. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu prouver qu'elles étaient arrivées, qui n'ont pas pu apporter leurs documents. Ne serait-ce que sur la base de ces 301-là, hein, qui n'auraient jamais dû être présentes sur les listes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, qu'il y a déjà quand même un certain nombre qui sont présents alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Mais ce sont des milliers. Moi,
je vais tout de suite vous préciser, hein, nous, le combat qu'on mène sur des milliers, on continue ce combat-là. Parce que on va prouver que les 6 000 personnes qui sont concernées, ben, je vous rassure tout de suite, et soyez attentifs à ce qui va se passer dans les prochains mois, à partir même de l'année prochaine. Nous allons prouver qu'elle ne devait pas être présente, elle devait être radiée, et donc c'est la preuve de la fraude. Donc ça continue, le combat continue pour vous, il n'est pas politiquement clos ce dossier. Nous, on a tout de suite dénoncé, quand on a vu les conclusions du comité des signataires, on a dit, ça il n'en est pas question, on a rejeté ces conclusions-là, et je vais plus loin, je dis, mais ceux qui ont été signés ce genre de papier, qui les a habilités à dire que ce dossier était politiquement clos? Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un congrès du mouvement indépendantiste qui a donc engagé, validé ce genre de position que les gens auraient été censés défendre à Paris. Il y a une question qui vous tient à cœur, c'est le corps électoral référendaire cette fois. Vous m'avez parlé de 20 000 Kanaks qui ne seraient pas inscrits sur cette liste. Comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt des Kanaks, en tout cas en particulier de ceux-là dont on parle, pour l'expression via les votes? Pourquoi ils ne vont pas s'inscrire? Non, c'est pas un désintérêt des Kanaks. C'est une manipulation de l'État. Il était question, d'abord, hein, je rappelle qu'au niveau de l'accord de Nouméa, au niveau de la loi organique, il n'a jamais été question d'inscription automatique. C'est le comité des signataires de 2013 ou 2014 qui a décidé donc qu'on va aller vers les inscriptions automatiques. Et à ce moment-là, souvenez-vous, il était question que les Kanaks, que tous les Kanaks qui soient inscrits d'office. Et né à ce moment-là la polémique, que les autres aussi devaient être inscrits, etc. Et on a vu ce qui s'est passé avec le comité des signataires de juin 2015. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a ramené les Kanaks au même point que tous les autres citoyens de ce pays. Or, il s'agit d'un scrutin référendaire. Le référendum concerne la sortie d'une situation coloniale. Et donc, le premier peuple concerné, c'est le peuple kanak qui est colonisé ici dans son pays. Donc, tous les Kanaks de statut coutumier doivent être inscrits. Or, ce n'est pas du tout ce qui est prévu aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, ça ne déplace pas pour aller voter. Non. Alors ça, c'est, comment dire, ça c'est l'abstention, ça c'est un autre problème. Il s'agit d'abord de la question de l'inscription automatique. Donc, qu'est-ce que l'État a décidé, hein? L'État a décidé que, plutôt que d'inscrire automatiquement tous les Kanaks de statut coutumier, ils doivent être présents sur la liste générale comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais ce n'est pas une élection comme toutes les autres élections, c'est une élection de référendum, hein, pour ou contre l'indépendance de notre pays. Donc nous, on dit, tous les Kanaks de statut coutumier doivent être inscrits. Il est hors de question que le quart de la population kanak en âge de voter ne puisse pas être présent sur la liste. Alors après, s'agissant, hein, de ceux qui se sont abstenus, évidemment, c'est sur les questions, c'est sur les élections provinciales, par exemple. Aux municipales, les gens ne se sont pas concernés peut-être par les municipales, ou par les présidentielles, ou les européennes, etc. Par contre, là, il s'agit du référendum d'autodétermination. Tous les Kanaks sont concernés. Et donc, ils doivent être inscrits sur la liste automatiquement. Donc, il y a eu des ouvertures qui sont faites au comité des signataires, hein, pour permettre que ceux qui sont nés dans le pays soient inscrits, hein, que ceux qui sont arrivés, etc., soient inscrits. Mais on arrive à ce paradoxe que les gens qui sont moins concernés, ils sont inscrits, et les Kanaks qui sont les premiers concernés, ils ne sont pas inscrits. Et ça, on n'est pas d'accord. Et ça, on va continuer à le dénoncer, on va continuer à mener ce combat-là. Oui, Contraoriegué, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de